Le travail, c'est quoi? C'est un travail subordonné, où on obéit, où on doit accomplir un travail qui est prescrit par d'autres, le plus souvent, avec un rapport salarial, donc on reçoit un salaire, même si ce salaire, la manière dont il est constitué va évoluer, en exposant son corps. Voilà, donc on est dans cette situation-là qui constitue un point d'homogénéité. Après, il y a toute la diversité qui tient au territoire, qui tient à la qualification du travail, qui tient au montant des salaires, qui tient à la situation historique qu'on traverse. Bon. Xavier Vignat, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour une chaîne qui s'appelle Kawa TV, qui vulgarise les sciences humaines et sociales. Vous êtes historien, professeur d'histoire sociale à l'université de Paris-Nanterre et membre du comité de lecture des revues 20e siècle et matériaux pour l'histoire de notre temps. Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale, de l'histoire du travail, notamment avec une thèse sur les grandes grèves ouvrières au moment de 68. Je ne vais pas dire mai 68, dirigé par Michel Zancarini-Fournel. Et donc vous êtes un historien qui travaille sur les mouvements sociaux, sur le mouvement ouvrier, et particulièrement sur le monde des usines. Vous avez écrit L'insubordination ouvrière dans les années 68, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle notamment, et les ouvriers, la France des usines et des ateliers. Puis dernièrement, vous avez publié À la découverte, Histoire de la société française, 1968-1995. On aura l'occasion de reparler de ce petit livre tout à l'heure. Mais d'abord, avant tout, vous êtes spécialiste de l'histoire sociale. Qu'est-ce que c'est que l'histoire sociale? Comment vous définiriez l'histoire sociale? Et comment vous écrivez l'histoire? À partir de quelles sources quand on travaille sur le monde ouvrier? Pardon. Alors, l'histoire sociale, je définis de manière assez simple. Hein. C'est une étude des sociétés, des hommes et des femmes en société, et qui se saisit d'un certain nombre de catégories. La classe, évidemment, les territoires, le genre, les générations, pour décrypter les grandes évolutions des sociétés. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire. Évidemment, de par mon tropisme sur le monde ouvrier, c'est la classe sociale qui est pour moi la catégorie la plus heuristique, celle qui permet de lire, me semble-t-il, les choses de manière les plus intéressantes si on la croise, cette catégorie, avec d'autres territoires, genres, etc. Génération aussi, voilà. Donc voilà la manière dont je travaille. Sur le monde ouvrier, les sources que je mobilise, c'est des sources classiques, c'est-à-dire que c'est à la fois des sources policières, des sources d'État, hein, les rapports de préfets, les rapports d'inspection du travail, voilà, d'un côté. De l'autre, les sources produites par les ouvriers eux-mêmes, les tracts, massivement les tracts, dans ma thèse donc, qui a été publiée sous le titre de l'insubordination, c'est vraiment les tracts qui ont été ma source principale. J'ai mobilisé pas mal aussi ces derniers temps les autobiographies ouvrières, les enquêtes sur le monde ouvrier. Et puis alors, mais moi je l'ai moins pratiqué que d'autres, les entretiens évidemment. Voilà, donc c'est l'ensemble qui constitue les sources. Je devrais ajouter les films, voilà, parce qu'on a beaucoup de choses. Et en fait, on mesure de plus en plus à quel point les sources produites par les acteurs mêmes sous forme de petits films peuvent nourrir une histoire ouvrière du second XXe siècle. Voilà. Et là, je pense qu'il y a des gisements absolument colossaux. Donc vous dites les ouvriers, est-ce qu'il y a quelque chose d'homogène dans la catégorie ouvrier ou de quoi vous partez quand vous faites l'histoire des ouvriers en France au XXe siècle? Qu'est-ce que vous mettez derrière ouvrier? Est-ce qu'il y a une homogénéité ou est-ce que justement il faut saisir la diversité de ce qu'il peut y avoir derrière le terme même d'ouvrier? Je suis toujours dans un jeu entre un élément d'unité qui tient au travail essentiellement et à la position sociale qu'occupent ces hommes et ces femmes. En gros,
Alors, parce que le travail, c'est quoi? C'est un travail subordonné, où on obéit, où on doit accomplir un travail qui est prescrit par d'autres, le plus souvent. Parce qu'à chaque fois, il faut dire le plus souvent parce qu'il y a des variations. Mais en gros, le plus souvent, c'est ça. Avec un rapport salarial, donc on reçoit un salaire, même si ce salaire, la manière dont il est constitué va évoluer, en exposant son corps. Bon. Voilà. Donc on est dans cette situation-là qui constitue un point d'homogénéité. Après, il y a toute la diversité qui tient au territoire, qui tient à la qualification du travail, qui tient au montant des salaires, qui tient à la situation historique qu'on traverse. Bon. Et donc à chaque fois, on va être dans ce jeu entre quelque chose qui constitue, ce que moi je continue à appeler la classe ouvrière, et des éléments de disparité, de diversité, et qui font ce jeu et ces tensions, et qui rendent l'histoire de ce monde ouvrier, de cette classe ouvrière intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir, c'est quelque chose que je dis beaucoup, mais on traverse ce monde ouvrier. On n'y reste pas nécessairement. La classe ouvrière, c'est une classe passoire. On ne cesse d'entrer et d'en sortir. Et donc toute la question des trajectoires, des mobilités, est aussi structurante dans cette manière d'écrire. Voilà. Ok. Du coup, vous travaillez sur l'organisation du travail, en fait, sur les rapports de classe à travers les conflits sociaux au XXe siècle. Du coup, j'ai une question peut-être qui va vous prendre un petit moment de réponse. Quelle transformation du monde ouvrier on constate quand on est historien tout au long du XXe siècle, déjà dans un premier temps dans la première moitié du XXe siècle? Quelles grandes évolutions on constate? Est-ce qu'il y a des continuités aussi dans la manière dont s'organise le travail? Oui, la question est un peu vaste. Alors, la première chose que je vais faire une réponse d'historien, c'est-à-dire continuité et d'un côté et rupture de l'autre. Bon, au moins c'est pédagogique à défaut d'être subtil. Les continuités, c'est d'abord l'importance des petites structures. C'est-à-dire que jusque très tard dans le siècle, on va continuer d'avoir des petites structures à la lisière entre l'artisanat et l'industrie, dans lesquelles le travail continue d'avoir une dimension presque artisanale, où le patron on le connaît, et dans lequel on peut travailler beaucoup, parfois dans de très mauvaises conditions, sans que les salaires soient forcément élevés. Bon. Et on a là un héritage du XIXe siècle qui va perdurer, oui. Alors, à la fois dans toute une série de petites villes industrielles et dans les campagnes. Voilà. Bon. Voilà. C'est-à-dire que le monde ouvrier tel qu'on l'imagine, la grande usine, etc., n'est jamais qu'une partie de ce monde-là. Voilà. Et donc, ça va continuer. Dans ce cadre-là, on va continuer d'avoir des petites usines, des petits ateliers disséminés dans tout le territoire. Bon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle, et qui est la conséquence de ça, c'est que de ce fait-là, toute une série d'ouvriers vont vouloir passer à leur compte. Et vont de temps en temps passer à leur compte. Bon. Pour monter des petits ateliers. Bon. Par exemple, un phénomène massif, ça fonctionne dans le bâtiment, voilà, par exemple. Bon. Et ça, c'est des filières de promotion qui fonctionnent de manière extrêmement importante, y compris pour la main-d'œuvre immigrée. Les Italiens pendant la première moitié du siècle, les Portugais ensuite. Voilà. Et on a là des éléments très importants. Dans ces éléments de continuité, on pourrait aussi évoquer le travail à domicile. Bon, alors maintenant, si on veut insister sur les ruptures, elles tiennent à la complexification croissante du travail industriel,
C'est-à-dire que pour toute une série d'industries, des industries très capitalistiques, type la sidérurgie, la chimie, l'automobile, etc., on a des structures industrielles de plus en plus massives, de plus en plus complexes, nécessitant une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, compétente, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a deux évolutions très massives. Une rationalisation du travail qui ne cesse de progresser. Bon, cette rationalisation suppose une mécanisation croissante du travail, suppose deuxièmement des main-d'œuvre qui viennent organiser, prescrire et contrôler le travail, qui ne sont pas nécessairement des main-d'œuvre ouvrières, qui sont même assez rarement des main-d'œuvre ouvrières. Et troisième élément, dans cette rationalisation a pour effet de segmenter encore davantage le monde ouvrier, avec d'un côté une partie des ouvriers qualifiés qui continuent d'être qualifiés, mais dont la qualification change, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont régler les machines, essentiellement, et donc un peu aussi prescrire le travail d'une seconde catégorie de main-d'œuvre, qui est ouvrière, qui est les ouvriers ou les ouvrières d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes, qu'on va considérer comme non qualifiées. Et qui vont, ces hommes et ces femmes, font le travail dicté par la machine, avec un rythme qui est dicté par la machine, et qui est un travail de plus en plus prescrit, et de plus en plus soigneusement prescrit. Alors cette rationalisation du travail, elle commence en fait dès avant la Première Guerre mondiale, et elle ne cesse de gagner du terrain pendant tout le siècle en fait. Les premières branches industrielles massivement rationalisées, c'est l'automobile évidemment, mais on va retrouver des choses dans l'horlogerie, un peu dans l'alimentation aussi, et puis ça ne cesse de gagner de nouvelles branches après la Seconde Guerre mondiale. Voilà en gros ce que je pouvais dire. Ok. Dans vos ouvrages, vous avez une notion qui est centrale, c'est le cas de le dire, c'est ce qu'on appelle la centralité ouvrière. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Est-ce que ça correspond à un moment précis? Est-ce que c'est lié aux transformations du monde du travail telles que vous les avez énoncées? Qu'est-ce que c'est la centralité ouvrière? Alors, c'est une catégorie que j'ai empruntée à l'Italie en fait. Que j'ai transformée, mais au départ c'est une catégorie italienne. Je désigne par là la conviction que la classe ouvrière occupe une position centrale dans le champ social et politique. C'est-à-dire que pendant le siècle, les ouvriers sont la classe sociale qui va progressivement devenir la plus nombreuse et qui... donc il y a une espèce de poids social, si vous voulez, qui va être de plus en plus important. Mais à ce poids social correspond, et ce qui n'est pas toujours le cas, un poids politique. C'est-à-dire que, en regard des mobilisations que la classe ouvrière conduit, spécialement en 1936 et en 1968, elle attire à elle toute une série de regards d'intérêt. Elle s'organise elle-même, elle a ses organisations, les organisations syndicales et politiques qui se veulent ses promotrices, ses défenseuses. Bon, voilà. Évidemment, je pense au PC, mais pas simplement. Le PC se veut le parti de la classe ouvrière. Bon. Donc, ce poids politique de la classe ouvrière fait qu'elle attire à elle focalise l'attention, y compris de gens, d'organisations, de structures qui ne sont pas strictement ouvrières, mais qui pensent qu'on ne peut pas... il faut compter avec la classe ouvrière. C'est spécialement le cas de l'Église. L'Église catholique, pendant des années 30 jusqu'aux années 60, 70 au moins, est obsédée par le monde ouvrier, qu'elle pense avoir perdu, et qu'elle veut reconquérir. Bon. Les intellectuels, de manière très vaste, sont aussi hantés par le monde ouvrier. Et donc cette classe ouvrière, elle polarise, elle focalise l'attention
Et on croit qu'elle est en mesure de déterminer l'avenir du pays. Tout simplement parce que selon ce qu'elle va faire, on pense que c'est elle qui va décider de l'avenir de la France. Et c'est exactement cette conviction politique-là que j'appelle aussi, donc c'est ce poids politique et ce poids social, symbolique, etc., que j'appelle centralité ouvrière. Et donc ça commence et ça se termine. C'est-à-dire que cette centralité ouvrière disparaît, à mes yeux, en tout cas, enfin c'est l'hypothèse que je fais, à la fin des années 70, début des années 80, quand la gauche est au pouvoir. Pour quelles raisons, on y vient maintenant parce que c'était une question qui allait venir après, mais puisqu'on en parle, pour quelles raisons la centralité ouvrière disparaît ou s'atténue largement à partir des fin 70, début 80 ? Je vois une double évolution. D'abord, une désindustrialisation. C'est-à-dire que toute une série de ce qui apparaissait comme des bastions ouvriers, qui incarnaient la classe, qui incarnaient la classe, y compris sur des territoires, vont disparaître. Vont décliner ou disparaître dans la sidérurgie, dans les mines, Billancourt même. Billancourt qui ferme, etc. Donc on a une désindustrialisation qui restreint la composante industrielle de la classe ouvrière qui faisait la classe, qui faisait symboliquement la classe et qui en constituait l'unité. Et puis, deuxième évolution, qui l'accompagne et qui la radicalise, c'est le fait que toute une partie de ces acteurs non ouvriers qui se focalisaient sur la classe ouvrière s'en détournent, l'abandonnent, et spécialement, puisqu'on est dans les années 80, ce qu'a été le Parti socialiste. L'Église aussi, la CFDT, on a toute une série d'acteurs qui, dans les années 80, considèrent que ce qui se passe à ce moment-là, est une bonne chose en réalité. Voilà. C'est-à-dire que oui, moi je vais dire ça comme ça, le Parti socialiste délaisse volontairement un monde ouvrier qu'il considère comme révolu. Et ça change la donne par rapport à ce que vous expliquez sur la centralité des ouvriers et d'ouvrières et sur leur poids symbolique. C'est-à-dire qu'on va progressivement penser ce monde comme un monde révolu et archaïque et donc négligeable, qui va disparaître, qui est voué à disparaître et dont la disparition est une bonne chose en fait. Parce que c'est de l'archaïsme, parce que c'est du conservatisme. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a à partir de ce moment-là quelque chose qui se noue. Marion Fontaine a étudié ça à propos des mineurs, c'est très précis et c'est très juste, c'est-à-dire qu'elle montre très bien comment dans les années 60, dès les années 60, début des années 70, on va avoir un discours absolument méprisant sur ces mineurs, considérant que c'est des espèces d'arriérés, et que finalement leur disparition est une bonne chose, quoi. Voilà.